écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il a pris l'entreprise puis il a fait crack là. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs puis que ça va peut-être pas lever. Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année. Dans 5 ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour cette avant-première de la saison 2, vos co-hôtes discutent entre eux des moments forts de la première saison, des apprentissages qui en sont découlés et les nouveautés à venir très bientôt. Plongez avec nous dans l'univers Né pour un gros pain et découvrez ce qu'on a en banque pour notre plus grosse saison à date. Pour ce faire, voici vos co-hôtes. Hamza Garnati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Alors super, donc on commence cette avant-première de la saison 2 de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, j'ai toujours Hamza avec moi. Merci d'être avec moi. Toujours là pour à tes services, mon cher. Puis encore une fois, merci de continuer l'aventure avec moi pour la deuxième saison de Né pour un gros pain. C'est un plaisir de travailler avec toi. Donc aujourd'hui, on pensait faire un petit retour sur la première saison. Qu'est-ce qu'on a appris, les bons coups, les mauvais coups. Ouais. Puis aussi, qu'est-ce qui s'en vient pour Né pour un gros pain. Puis je pense qu'on a pas mal de choses spéciales qu'on a préparées. Ouais, mais déjà à la base, on a commencé avec une nouvelle intro visuelle. Louis, c'était quoi justement l'aspect créatif quand tu l'as conçu? Ben déjà, on a eu énormément de beaux contenus pendant la première saison, des invités incroyables. Je pense qu'on a fait aussi du chemin depuis le début, on s'est amélioré. Je pense que c'est intéressant de présenter ça dans l'intro puis vraiment avoir la signature Né pour un gros pain. Définitivement. C'était le fun d'avoir quelques prises de Machiavel, mais là, je pense que Né pour un gros pain vole de ses propres ailes avec une très belle intro. Oui, bien sûr, mais en fait, ce qui est déjà intéressant, c'est que déjà lors de la première saison, on a déjà donné des indices de la saison 2. Parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué lors de l'épisode avec Pop Underwear, qui avait justement un background derrière moi différent comparé aux 6 autres épisodes qu'on avait enregistrés. En effet, c'est 3 toiles. Et ces 3 toiles-là font partie de la nouvelle identité visuelle ici chez Né pour un gros pain, qui est maintenant, pour la deuxième saison, en collaboration avec l'artiste Finlin. Donc, Louis, peux-tu justement m'expliquer un peu la conception derrière cette collaboration avec cet artiste? Oui, ben on est parti sur l'idée déjà d'avoir des tableaux. Donc, vous voyez un petit peu c'est un mur de son au final, mais il double comme des œuvres d'art. Donc, on allie le pratique à l'agréable. Puis, donc, chaque tableau représente une valeur donnée pour un gros pain. Bien sûr, c'est libre à interprétation, vu qu'on a 4 valeurs, ils sont un petit peu interchangeables, c'était bien voulu. Mais essentiellement, les valeurs d'authenticité, d'identité, qui peuvent être vues à travers la première. Ensuite, on a la famille, puis le travail. Si j'explique rapidement un petit peu, donc on voit bien entendu la fleur de lys doublée de ce qui pourrait être un diamant, la fleur aussi. Donc on peut voir l'identité, puis on peut aussi voir l'authenticité. Finalement, ensuite plutôt la famille, donc avec les 2 personnages et l'enfant, les 2 parents et l'enfant. Puis ensuite, on a le tableau du travail où, j'espère qu'on va bien le voir à la caméra, mais dans le fond, on a les doigts qui symbolisent un petit peu le timing, la chance. Ça aussi, c'est juste à débat en entrepreneuriat, mais il en faut un petit peu. Puis aussi l'unicité de tout le Québec. Dans le fond, c'est sur un fond du Québec. Donc, tout ça, le travail ensemble. Donc, bref, la collaboration, le travail ensemble. Puis, ils peuvent être tous rassemblés soit par l'identité puis l'authenticité. Donc, nos 4 valeurs. Définitivement. Mais il faut souligner l'excellent travail que Frédéric, le vrai nom derrière Finlin, elle a fait un travail incroyable, apparemment, juste avoir compris l'essence même de notre podcast, puis surtout avoir rajouté sa propre touche. Évidemment, si vous êtes abonné à notre page Instagram, vous avez déjà pu voir en exclusivité le processus derrière justement la conception de ces 3 toiles-là. Et vous avez aussi la chance de voir juste l'art en tant que tel de Frédéric derrière Finlin, vraiment une particularité incroyable. Elle a fait énormément de collaborations aussi dans le passé avec Amour de soi notamment, Femme en affaires. Donc, on peut voir que Frédéric, justement, c'est une artiste en pleine croissance. Puis pour nous, c'était juste évident de rassembler peut-être une passion aussi qu'on a aussi un peu pour l'art, aussi de soutenir des artistes québécois, mais en même temps juste de rassembler tout ça derrière l'univers de Né pour un gros pain. Donc, je vous invite aussi à justement regarder les différentes toiles de Frédéric, aussi vous abonner à la page Instagram de Finlin, donc juste pour dire c'est F-I-N-E L-I-N-E. Vous pouvez aussi vous abonner à sa page Instagram, mais évidemment, tout support que vous pouvez donner à cet artiste incroyable, bien, nous en sommes très reconnaissants.
artiste québécoise aussi, donc vraiment excellent. Je pense qu'on n'a pas été des clients très difficiles, mais comment elle a su repérer notre vision puis la coucher sur tableau, c'est quand même assez incroyable. Ouais, mais je vous invite vraiment à regarder ses artworks parce que peut-être que vous allez avoir aussi votre propre touche avec elle. Elle est vraiment une artiste incroyable. Vraiment, vraiment. Puis on espère peut-être avoir une collaboration continue avec elle au cours de l'année. Ouais, peut-être. mais c'est un peu ça le plan parce que en fait, on l'a un peu nommée en tant que directrice artistique sans avoir mis de poste officiel. Mais juste attendez-vous à avoir justement une collaboration qui soit à long terme avec elle parce que justement, déjà avec ces 3 toiles-là, on peut voir vraiment qu'elle a compris l'essence même de Né pour un gros pain et c'est juste le début d'une belle aventure. Absolument. Yes. Puis sinon, est-ce qu'on commence tout de suite le retour un peu sur... Ouais. Ben, c'est certain première que la saison 1, ça a été un peu quand même riche en émotions. Quand même beaucoup d'apprentissage qu'on a fait sur différents moyens justement de l'entrepreneuriat à Québec. C'est certain qu'on a beaucoup plus axé nos podcasts sur justement des commerçants. Ceux qui avaient, exemple, je pense à ceux qui avaient une marque plus de B2C. Ouais. On a aussi... Business to consumer pour les gens qui ne sauraient pas, donc commerce à client. Si vous ne savez pas, vous pouvez encore aller voir l'épisode avec Pack It Up, auquel on a justement un peu introduit le concept de B2C et B2B. Mais justement, on a quand même approché plusieurs concepts très intéressants. Moi, je pense notamment à un point majeur qui était quand même un peu le greenwashing. Moi, ça m'a vraiment abasourdi parce qu'on a quand même beaucoup couvert à travers justement notre épisode avec Boko et Solios. Justement, à quel point, évidemment, le Québec, on est vraiment une valeur très importante ici pour pour l'environnement, puis aussi l'éco-responsabilité. Mais on a pu voir justement à travers Solios que c'est quoi justement être une compagnie éco-responsable, mais authentique. Exact. C'est pas aussi simple que juste coller un logo au hasard. Il faut vraiment avoir des gestes concrets derrière. Là. Exact. Puis c'est quand même fou aussi, après qu'avoir mis de l'avant justement le podcast, quelques semaines plus tard, Solios ont obtenu leur certification B Corp. Ouais, et ça, c'est incroyable de voir justement comment des actions qui a été expliquées durant le podcast, a été mis de l'avant concrètement après. En plus aussi, Solios ont fait une très belle campagne avec Make-A-Wish, ce qui a vraiment capté mon attention. Qui a fait un pivot. Je pense qu'auparavant, avant la situation présente, il y avait une collecte de fonds, tout ça, mais ils ont décidé de carrément faire une montre Make-A-Wish pour aller chercher le financement à ce niveau-là. Je pense que c'est vraiment intéressant. Là. Définitivement. Puis ici, je parle un peu aussi de beaucoup. C'est fou comment un plan d'action éco-responsable, mais bien défini, bien structuré, peut vraiment faire un impact concret pour la Ville de Montréal. Comment elle a réussi à obtenir autant de bourses, autant justement de popularité à travers la scène entrepreneuriale québécoise en peu de temps. Et comme dans ce balado-là, j'ai trouvé qu'on a quand même posé des questions assez difficiles, surtout à savoir un peu la viabilité justement de sa business à l'extérieur de l'île de Montréal. Puis moi, personnellement, j'ai trouvé qu'elle a extrêmement bien répondu. J'ai vraiment appris énormément de comment elle voit les choses. C'est un milieu très compétitif, l'alimentation, très difficile, mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé sa vision. Puis là encore, je pense que juste une semaine après l'épisode, elle se voyait octroyer un autre prix. Donc, je sais pas, c'est peut-être un lien, tu viens à NPGP, il y a des bonnes choses qui arrivent, je sais pas. On va quand même rester humble en disant que c'est leur travail avant tout. Là. Bien entendu. Mais ça, Louis, sinon, t'avais-tu un autre coup de cœur justement que t'avais accroché lors de la saison 1? Oui, peut-être j'en surprendre quelques-uns, mais moi, c'était vraiment l'épisode avec Locals Montréal, donc avec Julien Lépicier. Donc, je pense que comment il a apporté des concepts quand même très concrets. Je pense qu'on a fait un effort d'en avoir à travers les épisodes, mais là, vraiment, on montait la barre encore plus haut. Donc, il nous a amené le PVM ou MVP, Minimum Viable Product, produit minimum viable. Puis ça, c'était super intéressant parce que non seulement il présentait le concept, il l'a super bien expliqué, je pense que c'était très smooth en plus comment il l'a amené, mais on a pu voir concrètement dans sa réalité, dans son domaine, comment ça peut être utile, puis comment ça l'a aidé. Donc, dans son cas, il avait créé des murs expérientiels qui, moment cocasse, il nous a dit, ont été un échec, mais c'était vraiment intéressant de voir. Puis, au final, même si c'était un échec, la plus grande leçon qu'il a tirée de ça, là, c'est qu'il n'a pas mis trop d'argent, il n'a pas mis trop d'efforts, il a vraiment appliqué le MVP. Puis ça a fonctionné parce que, tu sais, malheureusement, c'était un échec, mais à la fin de la journée, il y a beaucoup d'argent en banque qu'il n'a pas dépensé, qu'il peut garder pour d'autres projets, puis recommencer, essayer, puis à un moment donné, ça va être le bon. Mais en fait, il a même amené le concept de loi de Pareto. Donc, le bon niveau d'effort pour le bon niveau de résultat, 20-80, est beaucoup plus atteignable et plus réaliste si tu adhères au principe de PVM, MVP. Définitivement. Puis mais qu'est-ce qui est intéressant justement quand il a parlé justement du produit minimum viable, c'est à quel point le prototype, on l'a retrouvé dans tous nos épisodes.
Ouais, à c'est vrai. travers Zoom, Juste après. à travers justement Pack It Up qui a fait un prototype de B2C après qui a changé à B2B. Avec Pop Underwear, ben oui, on a même fait un retour vraiment directement et c'était même pas prévu qu'on fasse un retour sur ça. Mais c'est Ouais. fou à quel point justement un des plus grands constats qu'on peut remarquer à travers l'entrepreneuriat québécois, c'est que pour toute personne justement qui a un projet en tant que tel, l'important pour réussir, c'est le tester dans le marché. C'est Ouais. bien beau justement de penser à la théorie, d'être un côté perfectionniste, mais après tout, pour réussir, il faut justement le tester, avoir le feedback, faire des erreurs, adapter en conséquence. Puis c'est à partir de là justement que l'entreprise est en pleine croissance. Et je pense vraiment que cet épisode-ci, c'est un épisode fort à date de Chez Né pour un gros pain, parce qu'on a vraiment réussi à mettre un aspect théorique et vraiment l'appuyer avec des faits concrets. Puis qu'on l'a pu retrouver avec tous nos 7 épisodes. Puis ça, vraiment, l'importance du prototype, c'est quelque chose qui a été extrêmement important ici pour la saison 1. Ouais, super intéressant. Donc, si vous cherchez à avoir un petit cours 101 des bases de l'entrepreneuriat, au moins un MVP, c'est l'épisode à aller écouter. Mhm. Puis sinon, toi, tes coups de cœur, s'il y en a un au moins. Ouais, ben c'est sûr que chacun des épisodes a été un coup de cœur. Je vais dire la réponse politiquement politique. correct. Définitivement. Non, mais pour vrai, je suis vraiment sérieux parce que pour la première saison, tu sais, genre, je pense que quand on a commencé avec Zoom, que même si c'était un ami qui était avec nous, mais juste comment, exemple, Jean-Sébastien a mis de l'avant justement sa business, qui a parlé des différents enjeux, comment chacun des invités, dès le début, ont été transparents, Mhm. autant de leurs points forts que leurs points faibles. Moi, j'ai adoré. Je pense que l'authenticité, ça n'a pas été très dur atteindre cette valeur-là pour la première saison. Non, vraiment. Mais honnêtement, si, exemple, j'avais un coup de cœur, moi, c'est définitivement clair de Boréali. Puis ça, je le dis vraiment à haute voix parce que c'était, oui, c'est son énergie pétillante qui était durant le podcast, mais c'était même après. Juste, par exemple, voir justement son énergie à soutenir notre projet. Vraiment, c'est elle qui a cru directement en nous. C'est elle qui nous a contactés à participer, même si on avait même pas une grande audience, même pour commencer. C'est clair, ça a vraiment été, je pense, quelqu'un qui a pu vraiment enlever la stéréotype de la Française qui vient à Montréal, puis qui a vraiment laissé sa marque. Puis pour de vrai, comment voir une étrangère à s'adapter autant, à s'acclimater vraiment dans la coutume québécoise, justement, avec, à s'adapter avec tu sais, toutes les valeurs du Québec. Prendre justement ressources du fleuve Saint-Laurent. Se l'approprier un peu. Mais c'est intéressant aussi de Ouais. voir comment, tu sais, naturellement, c'est sujet sûrement à petite flamèche des fois ou à différents, mais comment elle n'avait pas peur de dire que, tu sais, le fleuve est là, il ne faut pas avoir peur de se l'approprier, même si c'était pas une Québécoise à la base. Maintenant, clairement, je pense qu'elle devient de plus en plus. Ouais. Mais de pas laisser cette belle richesse qu'on a à travers le fleuve Saint-Laurent, puis vraiment en profiter, en faire quelque chose de viable. Ouais, 100%. Puis c'est fou comment justement l'expérience de l'œil du dragon de Claire quand elle a passé, puis quand on compare ça avec l'expérience de l'œil du dragon de Pop Underwear, deux contrastes complètement différents, mais qui reflètent quand même assez bien c'est quoi le showbiz derrière l'entrepreneuriat québécois quand on passe à l'œil du dragon. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement fascinant parce que c'est sûr, certain que quand on regarde ça à la télé, on est fasciné par le pitch, on pense vraiment que c'est comme incroyable, mais en fait, il y a beaucoup d'éléments derrière le décor qu'on ne sait pas, mais qui jouent vraiment un impact concret. Exemple, est-ce que tu savais justement que quand ils disent on a un deal, mais en fait, c'est que le deal est négocié après. Puis il y a de fortes chances que le deal ne se passe pas. À cause que justement, il y a un processus de négociation qui se passe. Moi, quand justement les filles de Pop Underwear m'ont expliqué cela, j'étais vraiment abasourdi par ce fait. Qui était encore en processus, en plus de discussion, tu sais, tout ça. Puis je pense que, sans trop dévoiler, mais je pense qu'on va recevoir dans le futur d'autres entrepreneurs qui sont peut-être passés au Dragon, qui sont un peu dans la même situation. Puis toutes les aléas de ça vont peut-être ressortir aussi, là, sans trop en dire, mais définitivement. Mais si, on a quand même reçu beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils. Ouais. Évidemment, on sait très bien qu'on a un auditoire qui se situe maintenant entre les 23 et 27 ans, principalement sur nos statistiques. Évidemment, parlez-en à votre membre de la famille pour essayer de rendre ça plus diversifié. Mais un des constats, justement, un des conseils qu'on a reçus au courant de la saison 1 que j'ai particulièrement aimé, c'est celui, justement, de Pack It Up, qui a été mis de l'avant. Tu sais, quand il disait, justement, que quand tu es à l'université, exemple, tu es un étudiant à l'université, puis que, justement, si tu mets que tu es comme dans le marché de l'emploi, dès que tu es à l'université, tu gagnes 5 ans en avance. Moi, étant encore étudiant, je vois ça, mais avec vraiment, j'étais comme oui. Qu'est-ce que tu as appris dans l'épisode? Mais c'est sûr, certain que, tu sais, juste le fait, exemple, de rencontrer quelqu'un et juste de l'approcher. Genre, hey, vraiment, j'ai aimé comment tu m'as expliqué ce format-là, où tu es l'enseignant ou tu es l'invité. Pourquoi pas, on peut se prendre un café virtuel, puis on continue la discussion. Juste déjà par ça. C'est juste organique. C'est certain que tu es un peu opportuniste, que justement, tu as un réseau de contacts qui s'élargit, mais ça reste naturel. Puis ça, vraiment, je pense que c'est un constat qui
qui est vraiment applicable pour tout étudiant qui veut commencer justement à explorer des opportunités de carrière, mais qui ne sait pas où se situer. Ben juste pense que quand tu es à l'université, ben, tu es déjà au marché de l'emploi. Puis ça, vraiment, tu gagnes 5 ans en avance. Puis ça, je suis 100% d'accord avec ce qu'il a dit. Ouais, absolument. Puis je pense que ça peut être applicable à différentes choses. Ça peut être pour trouver un mentor, par exemple. Je pense qu'à travers la saison, toi-même, à travers des cafés virtuels, tu t'es trouvé justement un mentor. Donc, tu as appliqué ça concrètement. Là. Puis ça peut être vraiment utile pour justement quelqu'un qui est à l'université ou dans cette phase-là. Je vais dire une petite salutation à Lara et ma chère petite mentor. On se parlera après le podcast. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres moments marquants de la saison pour toi, sinon? Ben, c'est sûr, certain que comment on peut égaler nos outfits à l'épisode 7 avec Pop Underwear. Tu sais, le petit suit all orange, all blue. C'est typique, c'est de Montréal, mais honnêtement, je pense que c'était quand même un peu intimidant au début. Je pense pour nous deux, on en a parlé d'avoir des personnalités aussi bubbly avec Jessica puis Vainé. On sait très bien que c'était des entrepreneurs justement qui ont une grosse audience, donc on savait très bien aussi qu'il allait y avoir beaucoup de personnes que c'était la première fois qu'elles allaient nous écouter. Mais vraiment, comment la discussion a été, pour moi, ça a été incroyable. Puis ça a vraiment été, pour moi, très intéressant à voir justement derrière le décor à des entrepreneurs influenceurs, parce que c'est certain qu'on met un peu l'étiquette influenceur quand on pense à Jessica et à Vainé. Mais vraiment, quand ils ont parlé de leur approche, comment ils ont parlé justement de leur situation avec le financement, etc., on a vraiment vu la crédibilité puis leur notoriété dans le marché. Puis il y a une raison pourquoi ils réussissent autant. C'est pas à cause que justement Jessica passe à Occupation Double, mais c'est vraiment qu'ils savent comment run une business. Puis ça, c'est impressionnant. Exact. Puis on a justement posé cette question-là. Puis la réponse était, je pense que Vainé a chime in à ce moment-là. Puis elle a dit quelque chose de tellement important. C'est même si tu sors avec un gros lot de followers, de gens qui sont abonnés à toi, d'une grosse émission comme OD, qu'est-ce que tu fais avec? C'est vraiment tout ce qui va faire la différence. Genre, tu peux sortir. Je pense qu'elle avait même posé la question combien de personnes sont sorties d'OD dont on se rappelle. Ça avait carrément dit aucun. C'est pour ça que je ne regarde pas, là, mais ça vient vraiment de dire que c'est facile de dire qu'ils l'ont eu parce qu'ils étaient connus de OD ou peu importe. Mais la réalité est bien différente. T'sais. La réalité, c'est qu'ils ont mis la main à la pâte puis ils sont allés chercher qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils ont utilisé ça comme levier. C'est vraiment ça la conclusion que j'en ai tirée. Là, vraiment. Non, 100%. Mais là, maintenant qu'on a fait quand même un petit retour sur la saison 1, c'est certain qu'on a eu beaucoup d'apprentissage, qu'on désire justement continuer l'apprentissage lors de la saison 2, qu'on commence tout juste. Alors, Louis, justement, qu'est-ce qu'on peut donner un peu comme petit indice à quoi les personnes qui écoutent Né pour un gros pain peuvent s'attendre pour la deuxième saison, qui est maintenant... on s'attend qu'il va avoir une meilleure qualité, beaucoup plus de contenu. Oui, beaucoup plus de contenu. Je pense qu'on va avoir une plus grande variété d'invités. Donc, on va avoir de différents niveaux. On a parlé tantôt, on avait B2C. Je pense qu'à travers la saison 1, c'est vraiment... On a bien couvert tout ce segment-là. Mais il y a vraiment un segment B2B qui est allé à chercher, qui est à présenter aussi, qui va être intéressant. Je pense qu'on va aussi aller vers une technique un petit peu différente de contenu. Je pense que les gens apprécient les concours. Peut-être pas aussi fréquemment. Je pense qu'on a bombardé les gens de concours. C'était le fun, par contre. Ouais, on est quand même des personnes de nature généreuse. C'est certain que nous, ça nous fait plaisir de faire des concours en collaboration avec nos invités. Oui, exact. Redonner, je pense que ça a vraiment fait du bien. Je pense que j'aurais bien aimé gagner la montre Solios moi-même, mais j'étais vraiment content de voir le sourire sur les lèvres de Pablo quand il a appris ça, par contre, ça valait la peine. Non, c'est sûr, certain. Mais je pense, exemple, pour la saison 2, tu parlais justement d'élargir justement le type de contenu qu'on a, premièrement pour les invités. Mais on a beaucoup couvert justement la perspective des entrepreneurs face à l'écosystème entrepreneurial québécois, mais il y a plus que ça. Puis ça, on l'a toujours dit, on veut justement parler aux organisations qui est derrière ça. On veut parler aux incubateurs, aux accélérateurs, ceux qui font du capital de risque. C'est ça le but, on veut vraiment élargir l'horizon, puis c'est pour ça que la saison 2 va servir à ça, à vraiment continuer à faire une analyse encore plus poussée avec les différentes parties prenantes. Puis justement, quand tu parlais aussi de différents types de contenus, bien, on a oublié de parler lors de la saison 1, le retour, mais quel épisode hors série qu'on a fait avec FDG Design. C'est vrai, bon point. Ça, le segment... La grande finale. Mais oui, la grande finale, mais ça, c'était même pas... Mais en fait, ça, c'était une petite surprise qu'on n'a même pas annoncé. C'était vraiment genre en complément avec l'épisode de Pop Underwear, mais on voit vraiment que la relève entrepreneuriale québécoise, de voir justement avec Frédéric comment elle était passionnée Elle avait faim de succès. C'est un peu cliché ce que je dis, mais ça paraissait vraiment qu'on a fait justement une capsule hors série, puis ça,
ça nous a vraiment confirmé qu'il y a justement place à ça, place à d'autres épisodes. Évidemment, avec qu'est-ce que tu fais avec Machiavel, on a définitivement la qualité pour le faire, mais je pense qu'évidemment, on veut continuer à couvrir justement des jeunes entrepreneurs qui ont des histoires fascinantes et qui veulent vraiment montrer de l'avant à travers notre plateforme. Aussi des experts, aussi comme ceux qui couvrent vraiment un sujet en particulier, que justement, on veut introduire des sujets un peu plus complexes sur l'entrepreneuriat, mais on peut le vulgariser. Quoi qu'on on sait qu'on connaît un peu de trucs sur l'entrepreneuriat, on va quand même aussi laisser la place à des experts qui font juste ça, C'est leur 24/7. dada. là. Ouais, C'est ça. absolument. Donc, on va aller justement dans la plateforme aussi, de faire ça définitivement. Mais il y a aussi d'autres contenus en tête que justement, je ne sais pas si tu peux en parler ou on va attendre un petit peu. Ben, je pense qu'on peut, peut-être laisser quelques indices, mais oui, on va avoir toutes les nouvelles séries que tu as mentionnées, donc on peut s'attendre à une diversité de contenus. Je pense que le mot-clé, ça va être, on va diversifier le contenu carrément de NPGP. Mais je pense que plus dans une optique de communication, on veut aussi présenter différents types de contenus. Ouais. Donc, si auparavant, il y avait beaucoup l'aspect tease qui était là, l'aspect concours, on va varier un petit peu, puis on va rajouter, par exemple, à travers la page de Studio Machiavel TikTok. Donc, on va rajouter les Reels. Je sais qu'il y a une partie de toi qui meurt en toi. Vraiment, Hamza. mais ça, c'est mon opinion personnelle. Mais évidemment, vous n'allez pas me voir en train de faire des petites danses TikTok sur Charlie D'Amelio. Ça va vraiment être du contenu plus pertinent puis vraiment très interactif. Mais en tout cas, ça, c'est quelqu'un qui mérite un peu une salutation. Mais Jay Grandmont, Jean-Sébastien Normando, qui nous a vraiment sollicité par rapport à TikTok puis vraiment de la croissance derrière ça. Donc, c'est certain qu'il mérite une mention spéciale parce que justement, si ce n'était pas de eux, je ne pense pas que cette décision aurait été mise de l'avant. Mais il nous a vraiment éclairci justement sur cette plateforme-là. Puis Louis, peux-tu m'en parler justement de comment tu vois la vision des choses sur cette plateforme? Oui, absolument. Ben, on va arriver déjà dans l'ère du temps. Donc, dans le fond, tout ce qui est contenu, on va essayer de développer un petit peu plus de contenu directement dédié aux entrepreneurs à travers l'expertise de Studio Machiavel. Donc, sur la page Instagram de Studio Machiavel. À l'occasion, on va aussi leur présenter sur la page Né pour un gros pain. Mais il va y avoir une page TikTok dédiée, donc tout l'aspect Reel qui va être disponible. On va aussi développer des articles. Naturellement, sur le site de Né pour un gros pain, vous allez pouvoir bientôt retrouver des retours en article sur chaque épisode. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on a appris, les apprentissages un par un. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui sont plus, ils ont moins de temps peut-être, ils veulent avoir des quick bites un petit peu, ou même juste une relecture rapide. Donc, ça va être intéressant. Mais aussi, du côté de Studio Machiavel, il va avoir les articles toujours, encore une fois, reliés aux entrepreneurs, donc dédiés aux entrepreneurs. Donc, c'est là où on voit un petit peu le pont. Puis je pense que c'est aussi le moment d'expliquer le pont un petit peu de Studio Machiavel. Donc, comme vous l'avez vu, la production du podcast est vidéo. Donc, elle a beaucoup évolué également, mais elle est excuse, Hamza, tu t'avais l'air... Non, moi je dis juste qu'on voit définitivement que Machiavel est là. Je dis avec le néon derrière toi. C'est dur à manquer. Hein? Voilà. Exactement, donc c'est ça. Donc, Studio Machiavel qui va faire encore plus partie intégrante cette année du podcast. Dans le fond, Studio Machiavel, à la base, a créé le balado. Donc, naturellement, Power, si on veut, si vous me permettez l'anglicisme, tout l'aspect multimédia, mais on veut pousser cette opportunité de collaboration, cette symbiose un petit peu cette année. Donc, on va vraiment pousser ça. Ça va être quelque chose à regarder sur nos réseaux sociaux, en communication, mais aussi en possibilité de séries, comme tu mentionnais tantôt. Là. Non, de ça définitivement, mais certain que on veut vraiment complémenter l'expérience avec Né pour un gros pain. Parce qu'on sait très bien que le balado, justement, en format audio, en vidéo, c'est vraiment une très belle expérience, justement, d'apprendre sur les entrepreneurs et aussi apprendre justement sur leur parcours puis comment ils voient le Québec en général. Mais notre but aussi, c'est justement de faire différents types de contenus pour complémenter votre apprentissage. Et c'est pour cet aspect qu'on a fait quelques innovations. C'est certain que c'est beaucoup à parler, puis c'est mieux de montrer par des actions que de faire par des paroles. Puis ça, c'est des valeurs qui sont très importantes chez nous. Mais bref, pour vulgariser tout ce qui s'en vient, attendez-vous justement à avoir des capsules hors série, à avoir encore des podcasts très interactifs. Une saison 1, mais on peut plus s'améliorer avec différentes, justement, parties prenantes de l'entrepreneuriat au Québec. Mais surtout, juste, encore une fois, vous pouvez être assuré que notre podcast est Né pour un gros pain et aussi Studio Machiavel va toujours rester très interactif avec vous. Donc, si vous avez, exemple, des suggestions, des commentaires, des opinions, encore et encore, mais n'hésitez pas à nous contacter parce que notre but vraiment est d'adapter notre approche à partir de ce que vous voulez voir dans l'entrepreneuriat au Québec. Parlant de suggestions, je pense aussi que c'est important de mentionner qu'on a vraiment écouté l'auditoire. Yeah. Donc, on a reçu plein de commentaires. Comme je disais tantôt, il y a certaines choses qui sont déjà arrivées, mais on prépare quelques surprises aussi
dans la saison 2. Naturellement, force des choses, ils vont arriver au compte-gouttes, donc quelques nouveautés. On a déjà vu les tableaux, donc le décor a changé massivement. Ouais. Mais aussi, on avait des mentions, on voulait diversifier les angles, peut-être avoir différents points de vue niveau visuel. C'est bon que les contrats chez Machiavel continuent à augmenter, parce que comme ça, on a plus de budget, et plus de budget égale le meilleur équipement et plus d'angles à couvrir de balado. Pour se le permettre. Donc, On n'en dit pas plus, je pense. Non, vous allez voir ça en action lors des prochains épisodes. On va pas dire lequel, mais vous allez voir un des premiers épisodes. Exact. Mais je pense que quand on va l'annoncer en Exact. grande pompe, avec grande fierté. Exact. Pour le futur, je pense que c'est ce qui fait le tour un petit peu. Ouais, je pense qu'on peut finir un peu cette conversation juste. On sort un peu de qu'est-ce qui s'en vient pour n'importe européen et juste discuter un peu de qu'est-ce qu'on voit qui s'en vient pour 2021 pour juste l'entrepreneuriat au Québec. Ouais. En général, je pense que c'est une bonne petite discussion qu'on peut avoir afin de finir ce petit épisode. Mais c'est certain que là, on est encore en pleine pandémie, en plein confinement. Donc, c'est certain que quelle est justement la lumière au fond du tunnel qui s'en vient avec le vaccin et justement à quoi va ressembler l'entrepreneuriat après, justement. Est-ce que je peux me permettre de plug mon employeur BDC, Ben, dans la Banque de développement du Canada? Tu travailles pour eux, donc vas-y. Ouais, je me permets parce que, bon, à la date de la publication de l'épisode, à quelques jours près, une semaine près, il y a un article qui est sorti tout récemment où l'économiste en chef, Pierre Cléroux, présente l'étude dernière. Puis je pense que pour ceux qui broyaient du noir ou de l'entrepreneuriat, ça a été très difficile en 2020. Tu me parlais de lueur d'espoir. Il y en a une. De plus en plus, les entrepreneurs qui sont sondés, du moins dans l'étude dont je parle ici, ils disent qu'ils prévoient avoir même une augmentation de revenus en 2021. Donc, peut-être un retour à la normale, naturellement, mais peut-être même battre les chiffres de pré-pandémie. Donc, il y a de la lumière au bout du tunnel, puis les entrepreneurs le ressentent, je pense. Oui. Mais c'est un peu on a toujours un peu cette frénésie après toute une crise économique. Exemple, je pense en 1929, après la crise économique en 2008, il y a toujours justement une grande vague justement de consommation où l'économie continue à monter puis monte à des années-lumière comparé aux années précédentes. Mais je pense qu'un peu justement 2020 puis 2021, c'est certain que c'est des années très difficiles, mais le virage technologique, le virage numérique mis de l'avant, je pense que ça va aider énormément d'entreprises québécoises qui sont déjà justement, tu sais, le Québec et Montréal, on en a déjà parlé, mais c'est une pôle technologique à l'international. Je pense notamment à Lyon Battery, qui ont vendu justement des batteries et des camions électriques à Amazon. Ça, c'est juste des histoires justement qui commencent de plus en plus à grandir. Tout récemment, 2500 camions de plus. C'est fou. Ça rentre en bourse dans quelques mois. Exact, c'est fou. Puis, tu sais, on voit justement des Lightspeed qui ont été à la bourse de New York en 2020. T'sais, on va en voir de plus en plus justement d'histoires à succès. Puis je pense que c'est certain que c'est très difficile pour certains secteurs de l'économie québécoise. On pense aux restaurateurs, aux gens malheureusement qui sont... Ouais, c'est quand même assez difficile, mais ça, c'est un sujet qu'on va couvrir justement dans un des prochains épisodes. Vous allez voir très bientôt. Mais je pense quand même que je reste quand même... Peut-être que je suis de nature optimiste, mais j'ai hâte de voir justement à quoi ça va ressembler. Je sais pas, je suis quand même confiant sur le petit qui va venir, l'entrepreneur au Québec. Je me permets de rêver un petit peu, mais tu disais la crise de 2008, il y a beaucoup de grosses entreprises, puis là, on va me fact-check sûrement. Ouais. Donc, je mets un petit bémol là-dessus. Je ne suis pas sûr exactement les compagnies, mais si je ne me trompe pas, Uber et Airbnb ont commencé des suites de la crise de 2008. Ouais. Dans le cas de Airbnb, je pense bien que c'était les difficultés économiques qui les aura forcés à sous-louer leur appartement, donc qui a commencé le modèle Airbnb. Donc, c'est intéressant de voir comment les plus grandes périodes de crise desquelles, en fait, peuvent sortir les plus grandes réalisations, les plus grandes compagnies. Ouais. Aujourd'hui, Airbnb, je pense, est coté en bourse, puis est rentré en flèche. Donc, c'est vraiment une histoire à succès. Oui, 100%. Puis, un autre point, c'est on est pour un gros pain à la fin. On veut parler justement du virage des Québécois à devenir plus ambitieux. Mais là, en ce moment, on est en plein moment où Couche-Tard essaie de faire une acquisition très ambitieuse avec le Carrefour en France. Et ça, justement, il y a plusieurs analystes qui témoignent que justement, c'est peut-être une transaction qui est un peu trop ambitieuse. Mais c'est quand même intéressant à voir justement des Couche-Tard qui veulent devenir justement un leader mondial dans une industrie extrêmement compétitive, à prendre des risques de la sorte. Est-ce qu'on est en train de voir que le Québec est maintenant né pour un gros pain? Je pense que le virage est fait. On est en plein dedans. Je pense que presque... Et fait... Je pense qu'on a encore du travail à faire dans certains aspects. Mais je pense que la mentalité a complètement changé de ce qu'elle était avant. Ouais. Je pense que c'est quand même
C'est sûr, absolument, il y a encore du chemin à faire, mais je pense qu'il faut un petit peu célébrer ça, c'est le fait que... Puis je pense que ça va être une partie de notre investigation en 2021, voir comment ça a évolué même en ce court laps de temps depuis le début du balado. Je pense que, on l'a lancé en pleine crise, tout ça, mais voir comment les mentalités ont évolué, comment les Québécois se sont rassemblés, puis se sont dit, on va passer à travers ça, puis on va en sortir gagnant, on va en sortir encore plus fort. Donc, je pense que Né pour un gros pain, du moins, devient de plus en plus la mentalité au Québec. On va pouvoir dire d'ici quelques années, là, on est né pour un gros pain. Oui, mais évidemment, on va essayer que ce projet, ce balado, puisse le témoigner directement à travers nos entrepreneurs et tous ceux qui sont affiliés avec l'entrepreneuriat ici au Québec. Absolument, absolument. Peut-être que même, on aurait même pu parler de l'expression « né pour un petit pain » pour parler du balado. Ça va devenir « né pour un gros pain ». Puis notre balado va être basé sur une expression très, très présente, très actuelle. Exact. Puis, tu sais, on parle de communauté, puis c'est un peu mon point final pour ce premier épisode, mais, tu sais, ici, c'est pour Né pour un gros pain, justement, on veut vraiment, une émission très importante, c'est créer une communauté entrepreneuriale québécoise. Puis, on veut aussi, justement, que les Québécois soient affamés. Puis, c'est pour ça aussi qu'on a pris une décision. On a fait une nouvelle innovation qu'on a gardé le meilleur pour la fin. C'est la création d'une communauté qui s'appelle Les Affamés. Puis ça, Louis, je te laisse l'honneur d'en présenter plus en détail. Je pense que c'est ton petit bébé personnel. Alors, je te laisse en parler. Absolument. Donc, il y en a certains qui vont se reconnaître dans Les Affamés. C'est un petit peu notre surnom affectif qu'on a donné à la communauté, à vous qui nous regardez. D'ailleurs, un petit merci et de base. Merci, Les Affamés, de nous suivre. On apprécie énormément que vous croyez au projet. Mais pour certains, on a débuté une page, un groupe en fait privé où on a un petit peu testé les innovations de Né pour un gros pain au fil du temps. Puis je pense qu'il est temps que ce groupe-là soit ouvert parce que Les Affamés, c'est un groupe ouvert à la base. Puis on bâtit cette communauté-là. Donc à partir de justement la saison 2, Les Affamés devient un groupe où les fans, les gens qui nous suivent, les gens qui nous supportent vont pouvoir rejoindre le groupe. Et l'idée, c'est que Les Affamés, ça soit vraiment la nouvelle communauté entrepreneuriale québécoise. Donc, on veut que ça soit une communauté interactive. On veut que les Affamés, essentiellement, qui sont tous ceux qui sont nés pour un gros pain, tous ceux qui ont adhéré au mouvement, puissent librement parler de leurs projets, parler de leurs inquiétudes, partager, demander des conseils, présenter les projets dont ils sont fiers aussi, ouvertement. Donc, les Affamés devient un groupe avec une vocation complètement différente pendant la saison 2. Puis, on invite tous les membres de la communauté à s'y joindre. Des beaux projets à venir à travers ça. Là. Exact. Donc, la page Facebook des Affamés. On va commencer avec Facebook en attendant justement qu'on explore d'autres plateformes. Mais dans cette page-là, pour tous ceux qui sont entrepreneurs, adhérer à ce groupe-là afin justement de mettre de l'avant vos projets, vos innovations. Aussi à entamer aussi des discussions sur certains enjeux, justement, soit qu'on a commencé un peu à couvrir au courant du balado ou juste des sujets d'actualité. Aussi pour tous ceux qui ne sont pas des entrepreneurs, mais qui sont juste curieux en apprendre justement sur à quoi ressemble le Québec de demain. Mais adhérer justement à ce groupe-là, pour elle, c'est vraiment une communauté. Et le but, c'est vraiment que, oui, évidemment, nous, on est les administrateurs de ce groupe-là, mais à la fin, ce groupe est fait, est né et continue à exister par vous, tout simplement. Exact. C'était un peu sluggish, comme je l'ai dit, là, mais il faut comprendre l'essence. Ça venait du cœur, c'est ça qui est important. Mais tu l'as bien dit, c'est vraiment, vu que le groupe vit de lui-même. Voilà. Puis exact. Puis je pense que ça va être ça l'objectif, mais il y a beaucoup de potentiel. Puis, pour donner une idée, on veut aussi tester des petites innovations avec vous, donc potentiellement des lives, plus d'interactions. Vraiment, on veut qu'on rejoigne notre communauté là où elle est, puis ce serait le meilleur endroit, je pense, pour le faire. Bref, 2021, je pense, c'est une année très intéressante. Puis déjà, vous allez voir très bientôt le premier invité qu'on aura dans 2 semaines, qu'on ne dira pas le nom, mais vous allez voir ça sous peu. Ça va être annoncé très, très bientôt, je pense. Exact. Donc, Louis, je te laisse le moment de gloire. Où on peut suivre Né pour un gros pain? On peut toujours suivre Né pour un gros pain sur les mêmes plateformes. Donc, YouTube, vous écoutez sûrement sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts pour les 2 personnes, comme d'habitude. Arrête. Là. On commence à grandir. Il faut être fier. C'est vrai. Ça, s'il te plaît? C'est vrai. Non, je suis fier. Non, c'est sûr. Je suis fier. J'apprécie chaque personne qui écoute, absolument. Mais aussi, on peut nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn également, ou sur le site népourungrouppain.ca. Puis pour ceux qui sont curieux de voir les innovations ou la production derrière le balado, Studio Machiavel, donc entre autres sur TikTok. Je suis en train de dire ça, mais le site machiavel.com ou encore la page Instagram Machiavel ou Facebook aussi.
Exact. Donc, vous savez quoi faire. Soyez à l'affût parce que si vous pensez que la saison 1 était quand même assez bon, ben, vous allez voir que saison 2 va être encore un autre niveau. Exact. Sur ce, c'est ce qui complète notre épisode Yes! d'avant-première. À la prochaine. Salut! Merci 1000 fois d'avoir écouté un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Tu t'es rendu jusqu'au bout, tu es officiellement un affamé. Tu nous aiderais énormément si tu pouvais aller sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire et une note. Reste à l'affût des pages de Né pour un gros pain et Studio Machiavel pour de belles surprises tout au long de la saison. Maintenant, la balle est dans ton camp. Et oui, parce que la conversation ne s'arrête pas ici. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode.